ces dernières 24 heures ont été marquées par des événements dramatiques en Judée et en Samarie, au Liban, en Iran, à Gaza et même à Tel Aviv, où une explosion s'est produite près d'une synagogue. Le Hamas et le djihad islamique ont assumé la responsabilité conjointe de cet attentat terroriste qui a impliqué une charge explosive inhabituellement importante de 8 kg. Ils ont ajouté dans leur annonce qu'ils avaient l'intention de continuer à envoyer des terroristes attaquer Tel Aviv tant que Tsahal poursuivrait ses opérations contre eux. Dans le même ordre d'idées, les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza ont également évolué, tandis que le statut des derniers otages israéliens et la domination croissante de Tsahal sur le Hamas dans la bande de Gaza pèsent sur un éventuel accord. Sur le front nord, il est de plus en plus évident que les citoyens libanais accusent le Hezbollah d'être responsable de la crise de l'électricité, mais le Hezbollah ne semble pas s'en rendre compte. Il est trop occupé à lancer des dizaines de roquettes sur la Haute-Galilée, tandis que l'armée de l'air israélienne répond vigoureusement en frappant les positions du Hezbollah au sud Liban. Entrons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre reportage Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 317e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et tous ces groupes terroristes mandataires au Yémen, en Irak et en Syrie. Nous commençons notre reportage à Tel Aviv, la capitale financière d'Israël, qui est habituellement épargnée par la guerre. Mais dimanche, une explosion s'est produite dans la rue Leury, près de l'entrée d'une synagogue. L'explosion a tué un homme d'une cinquantaine d'années et blessé légèrement un autre homme, mais cela aurait pu être bien pire. L'engin explosif a été transporté à l'entrée de la synagogue par un homme d'une cinquantaine d'années dont l'identité n'a pas encore été révélée, dans un sac à dos. Les caméras de surveillance l'ont filmé en train de marcher le long de la rue Hetzel et de porter le sac à dos jusqu'à la cible visée. Alors qu'il descendait la rue Leury, un camion est passé juste au moment où l'explosif a été déclenché, absorbant la majeure partie de la déflagration et épargnant la synagogue et toutes les personnes qui s'y trouvaient. La police pense qu'il s'agit d'un soi-disant accident qui se produit parfois lorsque des terroristes qui ne sont pas habitués à manipuler des explosifs les déclenchent prématurément. D'autres affirment que le fait que les explosifs se soient déclenchés à ce moment précis, alors qu'un camion passait pour absorber l'explosion, ne peut être une coïncidence. Ce récit dit qu'il s'agit d'une réponse miraculeuse aux nombreuses prières que des gens comme vous font dans le monde entier pour la protection d'Israël. Quoi qu'il en soit, les ambulanciers de Magen David Adon sont arrivés sur les lieux et ont déclaré le terroriste présumé mort sur place, tout en soignant un homme de 33 ans qui se trouvait à proximité et qui a été légèrement blessé par l'explosion. L'explosion fait l'objet d'une enquête de la part de la police et du Shin Bet, mais le fait que le corps du suspect ait été presque entièrement détruit par l'explosion rend difficile son identification et sans ce point de départ, il est difficile de déterminer qui aurait pu l'envoyer, ce qui laisse les enquêteurs essayer de trouver d'autres indices qui leur permettront de déterminer s'il s'agissait d'un incident isolé ou s'il y a un risque d'autres attaques de ce type à Tel Aviv. L'enquête n'en est qu'à ses débuts et à ce stade, tout ce que nous savons avec certitude, c'est qu'un état de vigilance accru est nécessaire. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant des derniers développements de cette histoire et de bien d'autres. Nous construisons une présence solide sur les médias sociaux afin de vous tenir au courant en temps réel, alors n'hésitez pas à chercher TBN francophone sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux préférées. En parlant de mises à jour récentes, la grande nouvelle en Israël, au cours des dernières 24 heures, a été les négociations sur l'accord de libération des otages israéliens restant dans la bande de Gaza. Voyons donc ce que nous savons jusqu'à présent. Commençons par le fait que le Hamas a rejeté dimanche soir l'offre de médiation américaine dans le cadre des négociations. La déclaration officielle du Hamas est la suivante. Après avoir été informés par les médiateurs de ce qui s'est passé lors des pourparlers à Doha, nous sommes arrivés à la conclusion que Netanyahou continue de placer des obstacles devant un accord et d'envoyer de nouvelles conditions et exigences afin de faire échouer la médiation et de prolonger la guerre. La nouvelle proposition apporte une réponse aux conditions de Netanyahou, notamment en ce qui concerne son refus d'arrêter la guerre et de se retirer totalement de la bande de Gaza, ainsi que le maintien du contrôle du corridor de Philadelphie et de l'axe de Netzer. La proposition fixe de nouvelles conditions concernant les processus d'échange de prisonniers et s'éloigne des clauses précédentes d'une manière qui ne permet pas de parvenir à un accord. Voilà ce que le Hamas avait à dire.
Mais d'autres détails ont été fournis par une source au sein du Hamas qui a déclaré au portail d'information saoudien Al-Sharak que la proposition américaine dite de transition était inacceptable pour le Hamas parce qu'elle ne demandait qu'un retrait partiel d'Israël du corridor de Philadelphie et permettait également aux troupes de Tsahal de rester dans la bande de Gaza. En outre, les habitants de Gaza retournant dans la partie nord de la bande devraient être surveillés pour s'assurer qu'aucun terroriste du Hamas ne se cache parmi eux, ce que le Hamas considère apparemment comme une demande déraisonnable. Selon cette source, la proposition américaine comprend également la libération d'un grand nombre de prisonniers de sécurité palestiniens détenus dans les prisons israéliennes en échange de des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Un cessez-le-feu permanent sera discuté lors de la deuxième étape et si le Hamas n'accepte pas les demandes israéliennes, la source du Hamas a déclaré que le Hamas continuera à attaquer les troupes de Tsahal et n'exclut pas de nouvelles attaques contre des civils israéliens. En tout état de cause, le médiateur américain tiendra des réunions avec les parties égyptiennes et qataries dans les prochains jours. Pour l'instant, le Hamas a rejeté ces propositions, mais attend que le texte final lui soit présenté avant d'annoncer sa position définitive. M. Netanyahou a répondu au Hamas lors de son intervention à la Knesset en déclarant que la pression serait exercée sur le Hamas et Sinwar et non sur le gouvernement israélien. Lors de son discours d'ouverture d'une réunion du cabinet dimanche, il a expliqué qu'il y a des choses sur lesquelles nous pouvons être flexibles et d'autres sur lesquelles nous ne pouvons pas l'être, et nous insistons sur ces dernières. Nous savons très bien faire la différence entre les deux. C'est pourquoi, parallèlement aux efforts considérables que nous déployons pour le retour de nos otages, nous restons fermes sur les principes que nous avons établis et qui sont essentiels à la sécurité d'Israël. Pour faire un bref commentaire, l'opinion publique israélienne est largement favorable à un accord, mais je pense que c'est surtout parce que le grand public ne connaît pas ou ne comprend pas tout l'impact de certaines des conditions posées par le Hamas. La plupart des Israéliens peuvent probablement s'accommoder de leur insistance sur le retrait de Tsahal, du corridor de Philadelphie et de l'axe de Netzer, même si de nombreuses personnes reconnaissent que cela constituerait un risque sérieux, en donnant au Hamas l'occasion de se reconstruire et en nous préparant à une nouvelle guerre potentielle dans un avenir proche. Toutefois, je pense que le soutien à l'accord commencerait vraiment à diminuer si davantage d'Israéliens lisaient la liste des terroristes assassins que le Hamas demande de libérer des prisons israéliennes en échange des otages israéliens restants. Cette question a reçu peu d'attention dans le discours public en Israël, car les médias se sont concentrés sur d'autres sujets. Pendant que se déroulent toutes ces négociations et les manifestations de rue concernant la possibilité d'un accord de libération des otages et d'un cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit son travail acharné de démantèlement systématique des infrastructures du Hamas dans la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, la 4e et 1e brigade du corps blindé et la brigade Nahal ont achevé une opération de sécurité dans le quartier de Tel el-Sultan à Rafah. C'est le dernier quartier dans lequel Tsahal est entré dans le cadre de cette campagne. Des dizaines de tunnels terroristes ont été découverts dans ce quartier, ainsi que de grandes quantités d'armes et de munitions qui y étaient stockées pour être utilisées contre les Israéliens et les troupes de Tsahal. Parallèlement, la 98e division coordonne un effort de combat dans le quartier Hamed, à Ran Younes, ainsi qu'à Dir el-Balak. Les forces s'efforcent de localiser les tunnels du Hamas sur la base des renseignements qui leur sont fournis par le Shin Bet, ainsi que sur la base des enquêtes menées sur les terroristes du Hamas récemment arrêtés. Tsahal estime que les opérations menées dans le sud de la bande de Gaza, ainsi que les activités menées dans la région de Zeytoun par les forces de la division 252 ont permis d'accroître la pression sur le Hamas. Des progrès sont réalisés dans tous ces domaines et l'une des mesures de ces progrès est le nombre de terroristes du Hamas qui sortent des tunnels et cherchent refuge dans les zones humanitaires sûres établies à l'intérieur de la bande de Gaza. Une fois de plus, je vous demande de prendre une part active au soutien de la vérité et de nous aider à continuer à produire un contenu de qualité, actualisé et détaillé sur ce qui se passe en Israël. Vous pouvez le faire en partageant nos vidéos sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en nous suivant sur les réseaux sociaux et en faisant un don à notre cause en cliquant sur le lien que vous voyez sur YouTube ou en allant sur notre site web à l'adresse tbnfr.org/don. Nous allons maintenant nous concentrer sur le front nord. Pour comprendre la guerre avec le Hezbollah, nous devons comprendre la situation plus large à l'intérieur du Liban. L'annonce faite hier par la compagnie d'électricité libanaise d'une coupure générale de l'électricité dans tout le pays en raison de la pénurie de carburant
s'inscrit dans le prolongement de la crise de longue durée dont souffre ce pays, dans le domaine économique en général et dans le domaine énergétique en particulier. Il est probable que dans les prochains jours, comme par le passé, l'électricité sera rétablie. Le ministre de l'Énergie, Walid Fayad, a déclaré hier soir que des cargaisons de carburant devraient arriver au Liban le 13 août, ce qui permettra aux centrales électriques de se rétablir et de continuer à fonctionner pendant cette période. Cependant, même avant la crise actuelle, la Lebanese Electric Company n'était en mesure de fournir de l'électricité que quelques heures par jour, tout au plus, à l'ensemble du pays. D'une manière générale, on peut dire que l'histoire de la Lebanese Electric Company se répercute sur l'ensemble de la structure économique et politique du pays. L'absence d'une gestion compétente, aggravée par le sectarisme et la corruption, conduit finalement à l'échec total et à l'aggravation de la crise. En raison de l'incapacité de l'État à fournir de l'électricité, le marché a créé des substituts, principalement des générateurs diesel, par des entrepreneurs privés. Des panneaux solaires ont également commencé à apparaître sur les toits des bâtiments, mais ce projet n'a pas progressé jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, ceux qui profitent du commerce des générateurs sont principalement des personnes associées au Hezbollah, tandis que dans les villages du sud, la plupart sont des chiites et des personnes proches du mouvement chiite Amal. En d'autres termes, la plupart des revenus estimés à 2,5 milliards de dollars par an de ces générateurs et du carburant diesel qui les alimente va au Hezbollah d'une manière ou d'une autre. Cela profite également au vaste réseau iranien de milices terroristes par procuration et de syndicats du crime dans tout le Moyen-Orient, étant donné qu'une grande partie du carburant diesel qui entre au Liban passe en contrebande par la Syrie, contournant ainsi les sanctions internationales. Le Hezbollah reçoit également de grandes quantités de carburant et d'autres fournitures par le biais de ces réseaux de contrebande. Un autre problème lié à ces générateurs est qu'ils ne sont supervisés par aucune agence de sécurité et que les personnes qui les installent ne savent pas tout ce qu'elles font, de sorte que de nombreux accidents et incendies résultent d'un câblage mal installé. Pour couronner le tout, ces générateurs diesel produisent une terrible pollution de l'air qui conduit à ce que de nombreux Libanais appellent la mort lente en raison de l'augmentation des taux de cancer du poumon et d'autres problèmes de santé. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'alternative pour les Libanais qui veulent vivre une vie normale que seule l'électricité peut leur procurer. C'est l'une des nombreuses façons dont le Hezbollah profite de la souffrance du peuple libanais, sans même mentionner la dévastation potentielle du pays s'il provoque une guerre à grande échelle contre Israël. À ce propos, Tsahal continue de pilonner des cibles du Hezbollah dans tout le sud du Liban, y compris en assassinant des personnalités de haut rang. Dimanche, le Hezbollah a annoncé la mort de Fadi Qassem Khanan, un commandant de campagne des brigades de la résistance libanaise. Il s'agit d'une milice affiliée au Hezbollah, formée pour recruter des activistes musulmans non chiites afin de mener des attaques contre Israël. En outre, un entrepôt militaire et le bâtiment militaire de l'organisation dans la région de Matouma ont été attaqués depuis les airs et un lanceur utilisé par l'organisation dans la région d'Al-Tiri, dans le sud du Liban, a été détruit. Continuez donc à soutenir et à diffuser la vérité, partagez et suivez-nous. Prenez une minute pour appuyer sur le bouton suivre et vous abonner à cette chaîne YouTube. Cela permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur une autre base terroriste que Téhéran est en train de construire pour tenter d'attaquer Israël. Et je ne parle pas du Hamas, du djihad islamique palestinien, ni même du Hezbollah. Je parle des efforts qu'il déploie pour influencer la population arabe d'Israël, ainsi que la population palestinienne de Judée et de Samarie. L'Iran a envoyé des quantités massives d'argent et d'armes à des cellules terroristes en Judée et en Samarie. Selon les estimations des services de renseignement, il existe une quinzaine de bataillons terroristes actifs, dont les plus importants se trouvent à Jenin, à Nour al-Shams, à Toul-Karem et dans les camps de réfugiés de Balata. L'autorité palestinienne n'exerce qu'un contrôle très faible dans ces villes, ce qui permet aux groupes terroristes et aux bandes criminelles de prospérer. Même le Hamas n'exerce qu'un contrôle très limité sur ces gangs, mais il les influence en copiant ses tactiques d'utilisation d'engins explosifs et de tirs de roquettes sur les communautés israéliennes et en creusant des tunnels pour s'y cacher, s'y déplacer et y communiquer. L'armée israélienne doit donc également modifier ses tactiques en Judée et en Samarie, notamment en procédant à des frappes ciblées sur les chefs terroristes à l'aide de la puissance aérienne et en pénétrant en force dans ces villes
pour y effectuer des ratissages de sécurité, parfois pendant plusieurs jours d'affilée. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de cette situation. Mais maintenant, je vous demande à tous de vous joindre à nous dans la prière. Priez pour le peuple israélien qui est attaqué sur plusieurs fronts. Priez pour les enfants d'Israël qui s'apprêtent à entamer une nouvelle année scolaire sous les tirs. Prions pour tous les citoyens touchés par ce conflit, que ce soit en Israël, à Gaza, au Liban ou dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et surtout, prions pour la paix à Jérusalem.